Je suis Paul Rateau, je suis maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste de philosophie moderne. Et je suis l'auteur du livre Spinoza, une pensée par-delà bien et mal, qui a été donc publié en 2025 aux éditions Vrin et dont je vais vous parler ce soir. L'idée de ce livre est partie au fond de deux constats. Le premier constat, c'est qu'au fond, dans la bibliographie sur Spinoza, qui est particulièrement riche, eh bien, au fond, il y a très peu d'études, de commentaires qui sont consacrés à la question des valeurs de bien et de mal, alors même que c'est une question tout à fait centrale et qui traverse l'ensemble non seulement de l'œuvre principale de Spinoza, l'éthique, mais toutes ses œuvres, et qui s'explique au fond parce que, pour un certain nombre de commentateurs, l'affaire est vite réglée, si je puis dire, dans la mesure où, finalement, ce sont des notions que Spinoza conteste, qu'il considère comme relevant des préjugés, comme des productions de l'imagination, et qui par là même finalement n'ont aucun contenu, ne disent rien de la nature des choses, mais traduisent plutôt ce qu'est notre rapport aux choses, plutôt que leur propriété. L'affaire étant entendue, d'une certaine façon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Le second constat que j'ai fait, c'est que lorsque l'on parle de la conception du bien et du mal chez Spinoza, on se limite en général à quelques textes, à savoir l'appendice de la première partie de l'éthique, où il y a cette critique des notions morales, comme production de l'imagination, mode de pensée humain, et puis les 8 lettres de la correspondance avec Guillaume de Blayenberg, 1664-1665, qui sont en quelque sorte le condensé de ce que Spinoza penserait de la question notamment du péché, de la faute. Alors qu'en réalité, je l'ai déjà un tout petit peu indiqué, c'est une question qui dépasse ces seuls textes. Hein, puisque au fond, dès le traité de la réforme de l'entendement, c'est une question qui arrive. Je vais citer simplement un passage qui est au tout début du texte. Spinoza écrit, c'est vraiment les premières lignes. Quand l'expérience m'eut enseigné que tout ce qui advient couramment dans la vie commune est vain et futile, comme je voyais que tous les objets de mes soins et de mes craintes n'avaient en eux-mêmes rien de bon ni de mauvais, si ce n'est dans la mesure où l'âme en est émue, je résolus finalement de chercher s'il y avait quelque chose qui serait un bien véritable, capable de se communiquer et qui, une fois tout le reste rejeté, serait l'unique affection de l'âme. Bien plus, s'il y avait quelque chose dont la découverte et l'acquisition me feraient jouir pour l'éternité d'une joie suprême et continue. Alors, c'est un passage important du premier texte de Spinoza qui montre bien que la question du bien et du mal, c'est la première interrogation qui se pose pour quelqu'un qui entre en philosophie, puisqu'il s'agit de retrouver une question antique qui est celle de la recherche du souverain bien. Et si on prend, si je puis dire, après le terminus quo, le terminus ad quem, c'est-à-dire les derniers textes, et plus particulièrement la 5e partie de l'éthique, on voit qu'elle est consacrée à la béatitude, c'est-à-dire au souverain bien. Donc, si on prend les deux extrémités de la carrière de Spinoza, on voit que les questions du bien et du mal sont véritablement centrales. Alors, ces deux constats m'ont amené évidemment à réfléchir de manière plus précise à ces textes, et aussi à voir que non seulement on avait tendance à n'envisager que quelques textes et pas l'ensemble de l'œuvre, mais aussi que dans l'approche, il y avait plutôt un accent qui était mis sur la dimension anthropologique de ces notions, c'est-à-dire comment l'homme élabore ces notions de bien et mal, quel sens ces notions, quel sens il a, et également quelle peut être véritablement la pertinence de ces notions comme mode de pensée humain. Or, dans d'autres textes, et je pense particulièrement aux courts traités, mais aussi dans la correspondance, il y a un aspect théologique qui est envisagé par Spinoza, dans un contexte qui est au fond très proche de celui des scolastiques, et que Leibniz plus tard appellera celui de la théodicée, c'est-à-dire comment on pense le rapport de Dieu
au bien et au mal, et plus particulièrement au mal, et comment on pense véritablement le rapport qu'il a, hein, aux actions mauvaises que les hommes peuvent produire dans le monde, ou qu'en est-il des prétendus défauts que l'on voit dans la nature. Donc toutes ces questions, qui sont en général laissées de côté par les commentateurs de Spinoza, et donc qui n'envisagent pas cette dimension proprement théologique pour ne se concentrer que sur l'aspect anthropologique, j'ai cherché véritablement à les travailler et à montrer comment Spinoza se plaçait dans le contexte de questions qui agitent les philosophes de son temps et notamment les scolastiques. Alors là, j'ai évoqué ces deux constats de point de départ, et aussi cette interprétation qui est tout à fait dominante dans le commentaire sur Spinoza, qui est celle de Deleuze, et qui est en fait, d'une certaine façon, un petit peu incontournable lorsqu'il est question du bien et du mal. Pour quelle raison? Eh bien parce que Spinoza est présenté par Deleuze comme une sorte de précurseur de Nietzsche, comme le promoteur d'une sorte d'amoralisme rationaliste, et qui aurait en fait fait en quelque sorte le fossoyeur des valeurs morales. Et il développe même l'idée que Spinoza le premier aurait fait cette distinction que Nietzsche va lui-même établir plus tard entre, d'une part, bien et mal, et bon et mauvais. Puisqu'on trouve effectivement chez Nietzsche cette idée, lorsque Nietzsche dit il faut penser par-delà bien et mal au sens d'un bien et d'un mal absolu, qui renverrait à une notion métaphysique de quelque chose en soi, pour leur substituer le bon et le mauvais, c'est-à-dire ce qui est véritablement utile, ce qui vient accroître la volonté de puissance. Et donc Nietzsche pense trouver cette distinction déjà chez Spinoza, et là il élabore toute une distinction en s'appuyant à la fois sur le texte de l'appendice de la première partie de l'éthique, mais aussi, et je vais y venir, c'est plus précisément le texte que je voudrais commenter devant vous ce soir, la préface de la quatrième partie, où, après avoir critiqué les notions de bien et mal, eh bien Spinoza les réhabilite. Ou en tout cas, il dit qu'il faut conserver ces termes à condition de les redéfinir. Donc, bien et mal qu'on pensait congédier réapparaissent. Et Deleuze interprète cette réapparition comme signifiant précisément qu'on passe du bien et du mal au sens absolu, au bon et au mauvais, c'est-à-dire à ce qui est utile et à ce qui n'est pas utile à l'homme. Alors en réalité, il n'y a absolument rien dans le corpus, dans le texte même de Spinoza qui valide cette lecture, tout simplement parce que Spinoza écrit l'éthique en latin, et en latin c'est le même terme pour dire bien et bon, et mal et mauvais, à savoir bonum et malum. Donc si Spinoza avait voulu rendre sensible une différence, il aurait utilisé un autre mot. Et là, il utilise le même mot dans l'appendice de la première partie et dans la quatrième partie de l'éthique, et il dit clairement, on va le voir, qu'il faut conserver les termes. Donc il ne dit pas je change, j'utilise un autre terme, il y a d'autres termes en latin pour dire utile, nuisible, et il ne les utilise pas, il utilise bonum et malum. Donc l'interprétation évidemment est tout à fait contestable. Le problème qui s'est posé à moi et qui m'a véritablement intéressé, c'est essayer d'expliquer cette réhabilitation. Pourquoi Spinoza éprouve-t-il le besoin, dans la quatrième partie de l'éthique, dans la préface, de dire, on va le voir à travers le texte, ces notions de bien et de mal, ce sont des modes de pensée humains, ça renvoie à rien dans la nature des choses, ce ne sont pas des propriétés des choses, ce ne sont pas des choses mêmes, ils n'existent pas en soi. Et après avoir dit tout ça, et néanmoins, on a besoin, dans l'éthique, de ces deux notions, à condition, évidemment, de les redéfinir selon la raison, c'est-à-dire selon un autre mode de connaissance que celui de l'imagination, qui est le premier mode de connaissance, ou le premier genre de connaissance selon Spinoza. Le deuxième genre de connaissance, c'est la raison, c'est la connaissance rationnelle. Et donc dans la connaissance rationnelle, les notions de bien et de mal vont avoir une pertinence, vont avoir une utilité pour réaliser le projet éthique qui est celui que défend Spinoza. Alors comment s'opère cette réhabilitation? C'est au fond l'objet du livre, que je ne vais pas évidemment résumer là, mais je dirais au fond que
la thèse si je la résume en quelques termes, en quelques mots, que je souhaite défendre, enfin que je tente de défendre dans ce livre, c'est que Spinoza, bien sûr, critique les morales traditionnelles. Il critique les morales traditionnelles et néanmoins, il ne détruit pas la morale. Son but n'est pas de mettre à bas la morale, critiquer la morale traditionnelle, mais retrouver ce qui est l'aspiration profonde dans la morale et qui est celle qu'on trouvait d'ailleurs déjà chez les anciens, c'est-à-dire cette félicité durable que nous cherchons au-delà des biens particuliers, précaires, finis, qui ne nous satisfont jamais complètement, trouver ce souverain bien. Et donc d'une certaine façon, les morales traditionnelles ont échoué. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas réussi à accomplir, ou à remplir plus exactement cette promesse, qui était celle au fond qu'on trouvait dans les morales antiques, de proposer à l'homme les moyens d'atteindre ce souverain bien. Donc, il ne s'agit pas, encore une fois, de supprimer toute morale, ou d'aller même au-delà de la morale, mais de la réformer, en fait. De la réformer pour retrouver le désir qui est au fond d'elle, enfin qui est à son origine, et lui donner satisfaction, c'est-à-dire lui trouver véritablement le moyen de se réaliser ce à quoi, là où les autres morales jusqu'à présent ont échoué. Donc il n'y a pas une rupture, il y a une rupture, il y a une critique, mais il y a une continuité dans cette idée de réaliser ce que jusqu'à présent la morale n'a pas réussi à atteindre. Et c'est là que les notions de bien et de mal vont être utiles. C'est-à-dire, et c'est je puis dire, une autre partie de la thèse que je souhaite démontrer, c'est que, me semble-t-il, pour Spinoza, l'éthique ne peut pas se passer de ces notions, en vérité. Ou en tout cas, l'éthique qui nous accompagne dans ce chemin d'émancipation, de cette libération des préjugés, qui est la condition pour atteindre la liberté, qui est présentée dans la 5e partie de l'éthique. Eh bien, ce grand projet d'émancipation qui est offert à chacun d'entre nous, mais qui n'est pleinement accompli que si les autres aussi y participent, ou en tout cas si ce souverain bien est partagé, ce n'est pas simplement une affaire individuelle, de pure morale, il y a un horizon politique évidemment à ce projet, il y a les implications de ce projet, ce n'est pas simplement pour soi, mais c'est aussi pour les autres. On ne peut pas être totalement heureux si les autres ne le sont pas, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, dans ce cadre-là, c'est pour arriver à cet état de sagesse, de liberté, lorsque cette visée d'atteindre ce souverain bien, nous avons besoin des notions de bien et de mal, puisque le bien, ça va être tout ce qui est utile, tout ce qui nous permet de nous approcher de ce modèle que nous visons. Et le mal, c'est au contraire tout ce qui est un obstacle, tout ce qui l'empêche, tout ce qui vient contrecarrer ce projet émancipateur de libération des préjugés. Libération de quoi? Des préjugés et de l'emprise des passions, de la servitude dans laquelle nous sommes et qui est d'une certaine façon pour Spinoza un peu notre condition première. Nous sommes d'abord des êtres serfs, esclaves, soumis aux passions, à la domination des passions, et il ne s'agit pas pour lui de dire que les passions sont mauvaises, de les éradiquer, de les supprimer, mais de les dominer, de les contrôler, de manière précisément à être véritablement libre. Bien, alors je vous propose maintenant un commentaire succinct d'un passage de la préface de la 4e partie de l'éthique que je vais lire et qui résume bien cette réhabilitation des notions de bien et de mal dont j'ai parlé. En ce qui concerne le bien et le mal, eux non plus n'indiquent rien de positif dans les choses considérées en elles-mêmes et ne sont rien d'autre que des modes de pensée ou des notions que nous formons du fait que nous comparons les choses les unes aux autres. En effet, une seule et même chose peut être, en même temps, bonne et mauvaise, et même indifférente.
Par exemple, la musique est bonne pour le mélancolique, mauvaise pour l'affligé, et pour le sourd, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Cependant, bien qu'il en soit ainsi, il nous faut néanmoins conserver ces termes. En effet, comme nous désirons former une idée de l'homme, conçue comme un modèle de la nature humaine que nous puissions contempler, il nous sera utile de conserver ces termes au sens que je viens de dire. C'est pourquoi, dans ce qui suit, j'entendrai par bien ce que nous savons avec certitude être un moyen de nous approcher de plus en plus de ce modèle de la nature humaine que nous nous proposons. Par mal, au contraire, ce que nous savons avec certitude nous empêcher de reproduire ce même modèle. Ensuite, nous dirons les hommes plus parfaits ou plus imparfaits, dans la mesure où ils s'approchent plus ou moins de ce modèle. En effet, il faut remarquer tout d'abord que lorsque je dis que quelqu'un passe d'une moindre à une plus grande perfection, et inversement, je n'entends pas par là qu'il change d'essence ou de forme pour passer à une autre. Un cheval, par exemple, est tout autant détruit s'il se change en homme que s'il se change en insecte. Mais j'entends par là que nous concevons que sa puissance d'agir, dans la mesure où elle se comprend par sa nature, est augmentée ou diminuée. Pour comprendre ce passage, il faut évidemment repartir de la critique que Spinoza a produite dans l'appendice de la première partie, c'est-à-dire, qu'il rappelle ici au début, c'est-à-dire que bien et mal ne sont pas des choses, ne sont pas des propriétés des choses, ne renvoient à rien de réel, n'existent pas en soi séparés, et donc ne sont rien de positif selon l'expression qui est utilisée dans le texte, c'est-à-dire rien de véritablement consistant qui serait indépendant véritablement des choses et de l'esprit qui pense le bien et le mal. Ce sont des modes de pensée, il vient de l'énoncer, et ces modes de pensée, c'est important de le souligner dans le texte, qui sont formés à partir de la comparaison. C'est-à-dire que pour Spinoza, l'homme est un être qui compare. Et les notions de bien et de mal sont le fruit d'une comparaison que produisent les hommes entre les choses. Et il y a ensuite un deuxième élément, c'est que dans l'origine des notions de bien et de mal, c'est pas simplement la comparaison qui l'explique, mais également l'état de l'âme, la situation ou la disposition dans laquelle se trouve l'homme, et donc son affect, hein, et le rapport qu'il y a entre son état et la chose avec laquelle il est en rapport. C'est le sens de ce qui était évoqué dans la deuxième phrase, c'est-à-dire l'exemple qui est tiré de la musique. Elle n'est en elle-même ni bonne ni mauvaise, bien sûr, mais pour le mélancolique, elle est bonne parce qu'elle produit un certain plaisir, un certain apaisement. Pour celui qui, au contraire, est dans une situation d'affliction, de souffrance, elle peut être pénible, elle peut être désagréable, mais c'est la même musique. Et enfin, pour le sourd, évidemment, pour le sourd qui n'entend pas, la musique n'est ni bonne ni mauvaise, elle est parfaitement indifférente. Donc qu'est-ce que Spinoza veut nous faire comprendre par cet exemple? Il veut nous faire comprendre deux choses. La première, que les commentateurs ont facilement évidemment souligné, c'est que ces notions de bien et de mal sont parfaitement relatives. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont parfaitement relatives? Ça veut dire qu'elles sont relatives à l'état, la disposition, comme on disait au XVIIe siècle, la complexion de l'individu et l'objet, c'est-à-dire dans le rapport qu'il y a. C'est en cela où il y a une relation qui est posée et qui fait que il y a du plaisir ou il y a au contraire de la tristesse dans le rapport avec l'objet. Donc si l'un des deux termes change, l'effet lui-même change. Donc c'est comme ça que la musique de bonne peut devenir mauvaise, etc. Donc ce sont des notions relatives, les notions de bien et de mal, mais en même temps, ça ne veut pas dire que ce sont des notions purement arbitraires. Et c'est ce point qui a moins été, me semble-t-il, souligné, c'est que le mélancolique éprouve effectivement un certain apaisement. C'est bien un affect réel, c'est pas quelque chose, c'est pas une fiction, c'est pas une illusion qu'il se fait. Donc il y a bien une réalité ou une vérité
de la relation elle-même. C'est-à-dire que la musique, certes, n'est ni bonne ni mauvaise, mais son effet sur l'âme du mélancolique, elle est effectivement bonne. Et ça, c'est bien réel, c'est un affect qui est, je dirais, objectif ou objectivement mesurable, et qui même, dans le vocabulaire de Spinoza, peut se décrire de la manière suivante: l'âme passe à un degré de perfection plus grand lorsqu'elle est dans la joie, hein, et au contraire, à un degré de perfection moindre quand elle est dans la tristesse. Cette relativité du bien et du mal ne veut pas dire pour autant que le bien et le mal ne renvoient pas à une relation bien réelle entre la disposition dans laquelle se trouve le sujet et des propriétés objectives de l'objet considéré. Donc c'est bien quelque chose qui est véritablement Bourron et Mouvet, qui est ainsi désigné. Dans la suite du texte, donc après avoir montré le caractère du coup instable et non universalisable des notions de bien et de mal, puisque elle est bonne ou mauvaise selon les sujets, et on pourrait même ajouter que le même sujet qui de mélancolique devient affligé pourrait trouver lui-même la même musique de bonne, mauvaise. Hein. Ça peut être le même sujet, c'est pas forcément des sujets différents. Donc, alors même qu'on a l'impression que les deux notions sont disqualifiées, il nous dit, et néanmoins, il faut conserver ces vocables. Il faut conserver ces vocables parce que nous désirons, dit-il, nous désirons former un modèle de nature humaine, c'est-à-dire un modèle d'homme, celui qu'on veut réaliser. Et ce modèle d'homme, c'est cet homme libre, c'est cet homme qui domine les passions, qui n'est pas dirigé par elle, et qui, par là même, est la véritable cause de ce qu'il fait, plutôt qu'il n'est lui-même dirigé par autre chose. Donc c'est ce projet émancipateur, et dans ce projet émancipateur, nous avons besoin de ces notions de bien et de mal. Ce qui est intéressant de souligner dans le texte que j'ai cité, c'est l'expression « nous désirons former une idée de l'homme conçue comme un modèle de la nature humaine ». C'est le verbe plutôt de désirer, qui est intéressant, parce qu'il n'utilise pas nous voulons ou nous concevons. Il utilise à dessein le terme de désir. Et par là même, ça montre ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que ce projet émancipateur, et donc avec l'éthique qui va avec, qui doit permettre sa réalisation, c'est bien un désir qui est au fond, qui est à l'origine de cette morale. Et ce désir, il n'est pas pensé par opposition avec la raison, bien sûr que non, puisque la raison va être au contraire ce qui va permettre la réalisation pleine, entière, de ce désir, ce que jusqu'à présent, les morales n'ont pas réussi à accomplir. Alors c'est intéressant dans le rapport entre le désir et la raison, parce que le désir est premier, la raison est seconde. C'est-à-dire la raison fournit les moyens au désir de se réaliser, mais en tant que ce désir cherche un bien stable, éternel, que Spinoza appelle Dieu, et la béatitude qui est décrite dans la 5e partie de l'éthique se montrera précisément de quoi il s'agit exactement, ce qui n'est pas encore évidemment le cas dans cette préface de la quatrième partie. Donc, à partir de ce modèle de nature humaine, définition du bien, ce que nous savons avec certitude, nous conduire, nous approcher de ce modèle. C'est important avec certitude, puisque c'est la raison là qui nous donne le moyen, ce n'est pas la passion ou l'imagination, c'est une connaissance qui est fondée et qui doit nous approcher de ce modèle. Ce qui est intéressant de souligner dans cette définition du bien, c'est que le bien est un moyen. C'est-à-dire que le bien est envisagé par Spinoza, non pas comme une fin, mais comme l'outil qui permet d'atteindre cette béatitude, ce souverain qui consiste dans cette liberté qui est exposée dans la 5e partie. Et le mal, de la même façon, c'est ce qui l'empêche. C'est l'obstacle de réaliser ce modèle d'homme libre. Par là même, on trouve une définition de ce qui fait la perfection de l'homme. La perfection de l'homme est
relativement parlant, son imperfection, sera selon qu'il se rapproche ou non, ou qu'il réalise plus ou moins bien cette perfection. Cette perfection, elle est à comprendre comme une affirmation de la puissance d'agir, un accroissement de la puissance d'agir, puisque c'est véritablement ça qui définit, pour Spinoza, l'homme. Hein, il se définit comme effort de persévérer dans son être, et cet effort de persévérer dans son être, il va dans une affirmation, un accroissement, tout ce qui vient aider cette puissance à se réaliser, à se déployer, eh bien, c'est ce qui produit, c'est ce qui est bon et ce qui produit de la joie. Et au contraire, tout ce qui vient la diminuer, la restreindre, l'empêcher, eh bien, c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui fait obstacle véritablement à cette réalisation. Qu'est-ce que l'on peut conclure sur l'usage que fait Spinoza de ces notions de bien et de mal, d'une manière un petit peu ramassée? Eh bien, c'est au fond que, me semble-t-il, il n'y a pas d'éthique qui puisse faire complètement l'économie de ces notions. Évidemment, à condition de les retravailler et sans leur donner pour autant une valeur absolue. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'elles perdraient, parce qu'elles sont redéfinies par la raison, leur caractère relatif, et le fait qu'elles ne renvoient toujours pas à quelque chose comme une propriété des choses. C'est-à-dire le fait de dire que le bien c'est ce qui est utile pour la réalisation de ce modèle de la nature humaine qu'il s'agit de réaliser, ça n'en fait pas un bien en soi, ça n'en fait pas quelque chose qui existe en dehors de l'homme, et ça n'en fait donc pas quelque chose qui serait moins relatif que la mauvaise conception du bien et du mal. Pas la mauvaise conception du bien et du mal, mais qui sortirait de la relativité qui caractérise la conception du bien et du mal que l'on trouve dans le premier genre de connaissance, c'est-à-dire dans celui de l'imagination. La dernière question qu'on pourrait poser, est-ce qu'il faut s'en tenir à ces notions, même une fois repassées par le travail de la raison? Alors il semble que Spinoza envisage quelque chose comme une éthique par-delà bien et mal, qui est celle de l'homme qui serait entièrement libre. C'est-à-dire l'homme entièrement libre qui s'apparenterait ou qui aurait un regard très proche de celui de Dieu lui-même, pour lequel il n'y a ni bien ni mal. Pour Dieu, il n'y a ni bien ni mal, il n'y a pas de défaut dans la nature, il n'y a pas d'imperfection, aucun être n'est imparfait. Ce regard de Dieu, qui est la conception vraie en fait des choses, elle exclut la distinction bien et mal, puisque au fond, l'état ultime de la sagesse, c'est de voir que les choses sont conformes à ce qu'elles doivent être. Elles sont nécessairement telles qu'elles sont et elles ne peuvent pas être autrement. Et à partir du moment où on s'en plaint, où on dit qu'elles sont mauvaises, qu'elles sont mal faites, qu'elles auraient pu être autrement, en réalité, on a une conception imaginative des choses. C'est-à-dire qu'on rapporte ces choses à un idéal que nous formons, qui est le produit de notre propre entendement, mais qui ne correspond pas du tout à ce que sont les choses. On substitue nos idées aux choses mêmes, et le regard du sage authentique, c'est celui qui voit les choses telles qu'elles sont, qui ne remplace pas par ce qu'il imagine à leur place, ce qu'il voudrait qu'elles soient, mais les prend telles qu'elles sont parce qu'elles ne peuvent pas être autrement, puisque chaque chose est nécessairement telle qu'elle est et ne peut pas être autre que ce qu'elle déploie, la puissance qu'elle déploie, puisqu'elle dérive de la nécessité, évidemment, de la nature divine. Donc, ultimement, bien et mal devraient disparaître. Simplement, ce sage idéal, entièrement libre, est irréalisable, parce que nous sommes des êtres finis, parce que nous sommes toujours donc dépendants, esclaves des passions. Nous cherchons à agir le plus possible de manière libre et sans être dominés par les causes extérieures, mais nous restons des êtres finis, faisant partie de la nature, donc soumis aux causes extérieures, et donc cette liberté absolue, elle est impossible. C'est celle de Dieu. Le seul être absolument libre, c'est la substance unique qui est Dieu. Donc nous sommes cantonnés en réalité
à cette éthique que j'ai appelée à la fin du livre l'éthique du chemin, par opposition à cette éthique par-delà minimale. L'éthique du chemin, c'est-à-dire le chemin vers ce modèle idéal qui ne peut pas être entièrement réalisé, et ce qui fait que eh bien, nous sommes contraints de vivre avec ces notions qui nous sont utiles pour tendre vers ce modèle sans pouvoir totalement le réaliser. Et dire qu'elles sont utiles, c'est pas non plus pour autant en être la dupe et leur accorder une valeur absolue que ces valeurs de toute façon n'ont pas. Elles n'ont pas cette valeur absolue.